Vous passez devant elles sans même les regarder. Elles sont là, au coin d'une rue, devant une poste, parfois au milieu d'un village. Toujours cette même couleur impossible à manquer. Un jaune vif, presque devenu invisible à force d'être familier. Pourtant, ce choix n'a rien d'anodin. Et surtout, les boîtes aux lettres françaises n'ont pas toujours ressemblé à celles que nous connaissons aujourd'hui. Pour comprendre leur couleur, il faut remonter bien avant les courriels, les téléphones portables et les messages instantanés. À une époque où quelques lignes écrites sur une feuille pouvaient mettre plusieurs jours à atteindre leur destinataire. À cette époque, envoyer une lettre était un véritable geste. On écrivait lentement, on choisissait ses mots, on pliait le papier. Puis venait une question très concrète. Où déposer cette lettre ? Les premières boîtes destinées à recueillir le courrier apparaissent en France bien avant la poste moderne. Paris joue un rôle important dans cette histoire. Au XVIIe siècle, un système de petites postes est mis en place dans la capitale afin de faciliter l'acheminement des lettres à l'intérieur de la ville. Mais oubliez immédiatement l'image de la grande boîte jaune. Pendant très longtemps, l'apparence des boîtes évolue. Leur forme change, leur implantation se développe, leur couleur n'est pas encore celle qui deviendra, des siècles plus tard, l'un des symboles les plus reconnaissables du paysage français. Et c'est précisément là que l'histoire devient intéressante, car une boîte aux lettres installée dans la rue doit répondre à un problème que l'on pourrait croire banal. Elle doit être repérée immédiatement. Imaginez une France, où le courrier constitue l'un des principaux moyens de communication à distance. Pas de SMS, pas de messagerie instantanée, pas de bouton envoyé. Une lettre peut contenir une déclaration d'amour, une nouvelle familiale, une facture, une convocation, un document professionnel ou simplement quelques mots destinés à quelqu'un qui vit à plusieurs centaines de kilomètres. La boîte aux lettres devient alors la porte d'entrée d'un immense réseau. Au fil du XIXe siècle, avec le développement du service postal et l'augmentation considérable des échanges, ces boîtes deviennent de plus en plus présentes dans l'espace public. Mais elles ne sont toujours pas jaunes. Et leur ancienne apparence surprendrait probablement beaucoup de Français aujourd'hui. Pendant une longue période, les boîtes aux lettres françaises sont notamment associées à des teintes sombres, dont le bleu. Voilà le détail qui change complètement notre regard. Le jaune que nous considérons aujourd'hui comme presque éternel est en réalité relativement récent à l'échelle de l'histoire postale. Alors pourquoi abandonner une couleur déjà installée dans les habitudes de millions de personnes? La réponse nous emmène au milieu du XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe se reconstruit. Les infrastructures se modernisent. Les administrations évoluent. Les communications deviennent toujours plus importantes. Et dans le monde postal européen, une couleur commence à s'imposer fortement. Le jaune. Ce choix possède un avantage évident. Dans une rue grise, sous un ciel couvert, devant des façades de pierre ou au bord d'une route, le jaune attire immédiatement le regard. Pas besoin de lire une inscription à 20 mètres. On voit la couleur et on comprend presque instinctivement où aller. Mais il y a une autre raison importante. La France ne vit pas isolée. Dans plusieurs pays européens, le jaune est progressivement associé aux services postaux. Cette couleur devient une sorte de langage visuel. Elle permet d'identifier rapidement un équipement lié au courrier. En France, la transformation intervient dans les années 1960. Et à partir de là, le paysage commence à changer. Les anciennes boîtes sont progressivement remplacées ou repeintes. Le bleu historique cède sa place à ce jaune qui nous paraît aujourd'hui tellement naturel qu'il est difficile d'imaginer les rues françaises autrement. Mais observez bien ce qui vient de se produire. Une simple décision de couleur a réussi quelque chose d'extraordinaire. Elle a créé un réflexe collectif. Jaune, courrier, poste, 3 idées désormais presque inséparables. C'est exactement le même mécanisme qui fait que certaines couleurs nous font immédiatement penser à une marque, un pays ou un service, avant même que nous ayons lu le moindre mot. Et le phénomène d'autant plus fascinant que la France aurait très bien pu conserver une autre couleur. Il suffit de traverser la Manche pour comprendre que rien n'était inévitable. Au Royaume-Uni, les célèbres boîtes aux lettres sont rouges. Et ce rouge est devenu aussi emblématique pour les Britanniques que le jaune peut l'être pour les Français. 2 pays voisins, le même objet, la même fonction, et pourtant 2 identités visuelles totalement différentes. C'est là, preuve qu'une couleur peut finir par raconter une partie de l'histoire d'un pays. En France, le jaune s'étend bien au-delà des seules boîtes. Pendant des décennies, il devient intimement associé à l'univers postal français. Véhicules, signalétique, bureaux et identité visuelle contribuent à renforcer cette association. À force de répétition, quelque chose d'étonnant se produit. Nous cessons de remarquer la couleur. Elle devient normale. C'est peut-être la partie la plus étrange de cette histoire. Un objet conçu pour être extrêmement visible finit par devenir presque invisible aux yeux de ceux qui le croisent chaque jour. Demain, regardez une boîte aux lettres jaunes dans votre rue. Essayez de l'imaginer en bleu foncé. Soudain, elle semble appartenir à une autre époque.
Pourtant, pendant des générations, cette autre apparence était parfaitement normale. Et l'histoire ne s'arrête pas à la couleur. Regardez une boîte française moderne de plus près. Vous y trouverez généralement des indications sur les heures de levée du courrier. Ce petit détail révèle la véritable fonction de l'objet. Une boîte aux lettres publiques n'est pas simplement un récipient dans lequel disparaît une enveloppe. Elle constitue le premier maillon physique d'un voyage. Vous glissez votre lettre dans une ouverture. Quelques heures plus tard, un agent la récupère. Elle rejoint ensuite le réseau postal, passe par différentes étapes de tri et d'acheminement avant d'arriver dans une autre boîte, parfois à quelques rues de là, parfois à l'autre bout du pays, parfois à des milliers de kilomètres. Pendant des générations, des milliards de petits morceaux de vie ont commencé leur voyage de cette manière. Dame lettre d'amour, dame carte postale envoyée depuis les vacances, dame nouvelle attendue pendant des semaines, dame document administratif, dame lettre que certains destinataires ont probablement ouverte avec le sourire, et d'autres avec la peur au ventre. Tout cela derrière quelques millimètres de métal peint en jaune. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Nous écrivons beaucoup plus qu'autrefois, mais nous écrivons différemment. Chaque jour, des milliards de messages traversent la planète en quelques secondes. Une photographie prise à Paris peut être vue presque immédiatement à Montréal, Tokyo ou Sydney. Une lettre, elle, demande encore un geste physique. Il faut l'écrire ou l'imprimer. Trouver une enveloppe, la franchir, sortir, trouver une boîte, puis accepter de ne plus contrôler exactement ce qui se passe pendant son voyage. Et c'est peut-être pour cette raison qu'une lettre reçue aujourd'hui possède parfois une valeur émotionnelle qu'un message numérique n'a pas. Parce que quelqu'un n'a pris le temps d'écrire, le temps de préparer, le temps d'envoyer. La petite boîte jaune se retrouve donc dans une situation paradoxale. Elle appartient à un monde qui semble ancien, mais elle continue d'exister dans un monde ultra connecté. Et elle porte sur elle les traces de plusieurs siècles d'évolution des communications. Quand vous la regardez, vous ne voyez pas simplement une boîte métallique. Vous voyez le résultat d'une longue transformation. Dame premier système de collecte du courrier au réseau postaux moderne. Dames anciennes couleurs au jaune. Du papier comme principal moyen de communiquer à distance jusqu'au smartphone que vous avez probablement à quelques centimètres de vous en ce moment. Et voici peut-être ce qu'il y a de plus fascinant. Les objets les plus ordinaires sont souvent ceux dont nous connaissons le moins l'histoire. Nous cherchons les traces du passé dans les châteaux, les musées et les monuments. Pourtant, l'histoire se cache également sur nos trottoirs, dans un feu rouge, dans une plaque de rue, dans une cabine téléphonique abandonnée, dans une vieille enseigne, et dans cette boîte jaune devant laquelle des milliers de personnes passent sans se poser la moindre question. Sa couleur n'est pas là simplement pour être jolie, elle devait être visible, reconnaissable, immédiatement associée au service postal. Puis, avec les décennies, cette décision pratique est devenue une tradition visuelle. Une couleur est devenue un symbole. Et le symbole est devenu tellement familier que nous avons oublié de nous demander pourquoi il existait. C'est peut-être cela, le véritable pouvoir des objets du quotidien. Ils ne parlent pas. Ils ne bougent presque jamais. Mais si l'on commence à leur poser les bonnes questions, ils peuvent raconter plusieurs siècles d'histoire. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une boîte aux lettres françaises, regardez-la une seconde de plus. Ce jaune que vous pensions avoir toujours été là cache une époque où les boîtes françaises avaient une toute autre apparence, une transformation du service postal et surtout une époque où envoyer quelques mots à quelqu'un était un voyage bien plus extraordinaire qu'un simple clic. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Avant cette vidéo, saviez-vous que les boîtes aux lettres françaises n'avaient pas toujours été jaunes? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous aimez découvrir l'histoire secrète des objets que nous voyons tous les jours sans vraiment les regarder, laissez un j'aime et abonnez-vous. La prochaine histoire pourrait bien se cacher juste devant vous.